RTL.fr. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à tous et à toute une nouvelle semaine de l'heure du crime avec Perrine Suquet, bien sûr, qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission, entouré de toute l'équipe. Serge Mariani à la réalisation, Marc Bisset toujours aux manettes techniques de l'émission. Je salue l'arrivée dans notre équipe de Henrique Morera de l'école de journalisme de Toulouse, voilà, qui commence un stage de 3 mois avec nous et qui m'a aidé spécifiquement d'ailleurs à préparer le dossier d'aujourd'hui également. Amandine Lemaire est là, elle travaille pour les archives sonores d'RTL, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affaire dont nous allons parler n'a pas été médiatisée, donc nous n'avons pas d'archives sonores de la rédaction d'RTL à vous proposer aujourd'hui. Et puis près de moi, c'est Virginie qui va nous accompagner, Virginie Baudin, jusqu'à 15h. Bonjour Virginie. Bonjour Jacques, et je rappelle aux auditeurs que le standard de l'heure du crime, le 3210, accueille toutes les questions ou encore les témoignages, on ne sait jamais, sur l'affaire de cet après-midi. Absolument, et surtout d'ailleurs pour les auditeurs qui se trouveraient dans la région de Marseille, vous allez comprendre pourquoi on sert spécifiquement sur cette région de Marseille. C'est parce que nous ouvrons aujourd'hui le dossier Patrice Claustre. Alors Patrice Claustre est un garçon qui a été condamné à 2 reprises à 12 ans de réclusion pour le meurtre de son ami Philippe Polge en février 2000 à Marseille. Une affaire sur laquelle plane l'ombre de l'erreur judiciaire et une affaire aussi, comme je le disais tout à l'heure, que beaucoup d'entre vous vont découvrir aujourd'hui, car il y a eu en tout et pour tout 1 ou 2 articles au maximum de la presse nationale sur cette affaire après 6 ans d'un silence médiatique assez incompréhensible, il faut bien le dire. Alors disons tout de suite que ce n'est pas à notre équipe ni à moi bien sûr d'affirmer ici que Patrice Claustre est coupable ni qu'il est innocent, mais les nombreuses zones d'ombre de l'affaire sur lesquelles on va s'arrêter maintenant, les pistes non exploitées, les témoins jamais retrouvés, l'absence de preuves matérielles, l'existence de 2 ADN inconnus sur la scène du crime qui ne correspondent pas bien sûr à l'ADN du principal accusé. Eh bien tout cela nous a convaincus en tout cas d'évoquer cette affaire pour que chacun d'entre vous puisse se faire une opinion et aussi, il faut bien le dire, dans l'espoir que le dossier soit à nouveau ouvert par la justice. C'est le souhait bien sûr de mes invités. Je voudrais saluer d'abord Marie-Elisabeth Claustre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit un livre sur cette affaire où vous avez, le titre dit bien l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous l'avez rédigé, hein. Voilà, justice, pourquoi je te hais. Alors c'est un livre qui a une diffusion assez confidentielle, il faut bien le dire, il y a 2 ans, en 2009, mais où vous expliquez pourquoi vous êtes persuadé que votre frère est totalement innocent, qu'il a été broyé dans une erreur judiciaire. Et puis à côté, là, on y reviendra très longuement avec vous dans un petit instant. Et puis à côté de vous, Jean-Yves Tanguy, bonjour. Bonjour. On avait eu l'occasion de vous recevoir ici à RTL pour parler d'une histoire bien oubliée également et très ancienne. Et vous êtes là parce que vous êtes membre du comité de soutien à Patrice Claustre. D'un mot, ce comité de soutien, c'est une poignée finalement d'amis et de gens qui ont été touchés, notamment d'ailleurs par le livre de Marie-Elisabeth. Exactement. Et moi-même, j'ai été amené à m'intéresser à cette affaire à partir de cet ouvrage qu'a rédigé Marie-Elisabeth. Et j'ai acquis progressivement la certitude qu'on était face à un innocent que je salue, puisque je sais qu'il nous écoute actuellement au centre de détention de Salon de Provence. Et donc, je lui adresse toute ma solidarité. Mais j'ai une pensée également pour sa mère, qui est une mère admirable, car tous les week-ends, le samedi après-midi, elle fait le voyage entre près de Carcassonne et Salon de Provence. Quel âge a-t-elle ? 85 ans. Alors on va en parler. On va parler de votre frère dans un instant. Vous allez nous dire quel est son état d'esprit au cours de cette détention, évidemment, qu'il refuse quelque part, puisqu'il est persuadé, il dit qu'il est innocent. Selon l'usage, je dois dire aussi que nous allons donner la parole dans cette émission, au cours de cette émission, à maître Jean-Jacques Campana. Il est avocat au barreau de Marseille. Il représentait les parties civiles au cours de ces 2 procès qui ont conduit à la condamnation de Patrice Claustre. Et il est naturel, bien sûr, de lui donner l'occasion de s'exprimer. Mais avant de donner la parole aux uns et aux autres, je vous propose d'abord un rappel des circonstances dans lesquelles cette affaire a éclaté. L'histoire commence à Marseille, dans un hôtel particulier, aux allures bourgeoises, situé au 8 boulevard Philippon. Dans cette vieille résidence vivent habituellement 3 personnes,
Patrice Claustre, Philippe Polge, ingénieur informatique, et sa sœur aînée, qui est veuve, une veuve aisée, Geneviève Vial. Patrice, lui, a fait la connaissance de Philippe au début des années 90. Il est devenu en quelque sorte son protégé, son fils de substitution, on y reviendra. Dans cette émission, il est l'homme à tout faire de la maison. Il rend des services pour faire le ménage ou pour les courses en échange du toit, du couvert et puis aussi peut-être de l'amitié. Patrice est d'ailleurs considéré par tous ceux qui le connaissent à cette époque comme un garçon gentil, serviable, ayant simplement quelques difficultés à communiquer avec les autres. Et puis le jeudi 24 février 2000, vers 13h, Patrice sort de sa chambre pour se rendre à la cave de cette maison, de cet hôtel particulier, la cave où il doit, comme chaque jour, nourrir Pégase. Pégase, c'est le nom de la tortue de Geneviève, qui est alors en voyage à Paris. Alors il se dirige d'abord vers la cuisine pour aller chercher les feuilles de salade destinées à l'animal, mais pour cela, il doit passer obligatoirement par le vestibule qui conduit à la chambre de Geneviève. Et c'est là qu'il va faire la découverte macabre qui va bouleverser sa vie. Patrice Claustre découvre en effet le corps ensanglanté de son ami Philippe qui gît devant la chambre de sa sœur. Philippe Polge a été mortellement blessé par 22 coups de couteau et 2 coups de chandelier reçus à la tête. Affolé, Patrice se précipite au balcon côté jardin de la maison pour appeler à l'aide et depuis leur fenêtre, la voisine, Madame Blanc, professeure de mathématiques, ainsi que son jeune fils, Victor, aperçoivent, ils le diront aux enquêteurs, derrière Patrice, l'ombre d'un jeune homme qui passe, portant un sac de sport orange. Patrice compose le 17, police secours, qui a déjà été alerté par d'autres témoins, mais la police mettra plus d'1 heure à arriver sur les lieux. Entre-temps, Patrice, qui a touché au cadavre de son ami, a le réflexe de se laver les mains, ce qui renforcera les soupçons des premiers enquêteurs. À l'issue d'une garde à vue plutôt musclée, attaché à un radiateur, privé d'eau pendant plusieurs heures, Patrice, qui clame son innocence, finira pourtant par avouer qu'il est homosexuel. Aveu capital pour les enquêteurs qui ont découvert entre-temps que Philippe Polge menait une double, voire une triple vie sociale, familiale, sexuelle, et qu'il était connu des services de police en tant que client régulier des prostituées homosexuelles de la gare Saint-Charles de Marseille. Le scénario retenu par la magistrate qui va mettre Patrice en examen pour meurtre quelques heures plus tard, le voici ce scénario. Patrice est l'amant de Philippe. Inutile de dire que plus tard, il reviendra sur ses aveux. Il dit ne pas être homosexuel. Enfin, voilà le scénario. Il est l'amant de Philippe. Il découvre celui-ci en compagnie d'un jeune prostitué, drame passionnel. Pendant que le jeune prostitué prend la fuite, Patrice tue son amant de 22 coups de couteau et de 2 coups de chandelier. Mais les choses se sont-elles vraiment passées comme cela ? Eh bien, les relevés de police scientifique et l'enquête vont rendre ce scénario pour le moins contestable, comme nous allons le voir maintenant avec mes invités, après une première pause. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'affaire Patrice Claustre, je vous ai rappelé il y a un petit instant les circonstances dans lesquelles cette affaire a démarré. En 2000, Patrice avait 37 ans. Il en a bientôt 48 aujourd'hui. Je suis en compagnie, je vous le rappelle, de Marie-Elisabeth Claustre et de Jean-Yves Tanguy, ici en direct avec moi. On aura tout à l'heure maître Jean-Jacques Campana dans le courant de l'émission, comme je l'ai dit, qui était partie civile, donc qui ne doit pas partager votre sentiment. Mais d'abord, parlons, Marie-Elisabeth Claustre, de votre frère. Il est en prison à Salon-de-Provence. Vous disiez tout à l'heure qu'il écoute certainement cette émission. Comment vit-il sa détention actuellement et quel est son état d'esprit alors ? Très mal, je pense. Quand il se laisse mourir, vous êtes son dernier espoir.
Enfin, nous, encore une fois, hein, je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est pas à nous de dire, nous ne connaissons pas le dossier, nous ne sommes pas magistrats ni policiers. Simplement, ce que nous voulons, c'est faire connaître l'histoire, et puis que chacun se fasse une opinion à partir des arguments que vous avancez, qui, je dois dire, sont très troublants, puisqu'ils nous ont conduit à vous inviter. Alors d'abord, ce livre, voilà, Justice, pourquoi je te hais, c'est un cri, évidemment, à la fois d'alarme et c'est une blessure hein, pour vous. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots votre famille qui a éclaté quoi avec cette histoire, qui est détruite complètement. Je voudrais aussi dire pourquoi mon frère a rencontré ces gens-là. À la mort tragique de mon papa, il va faire bientôt 30 ans, mon frère est parti, a quitté la maison. Il a rencontré ce monsieur, cette dame, qui n'étaient pas mariés, femmes, mais frères et sœurs, sans enfants. Philippe Paul, voilà, sans enfants. Et il s'est donné à cette famille, voilà, pendant 18 ans. Et qui l'ont accueilli dans cette maison, vous dites adopté, mais vous en avez parlé avec lui, c'est le sentiment lui-même oui, qu'il exactement, a eu. Adopté. D'ailleurs, avant qu'elle ne meure, j'en ai parlé avec Madame Vial et elle le considérait... Geneviève Vial. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Qui est décédé. Qui est décédé. Malheureusement, tout le monde... Je voudrais justement aussi rendre hommage à mon enquêteur. Alors ça, on va parler de lui, il s'appelle Yves Hillman, c'est un écrivain, enquêteur, qui a repris à un moment tous les éléments du dossier et qui a apporté un certain nombre d'informations, on va le dire, dont on parlera plus tard, mais vous voulez lui rendre hommage parce que simplement, il est venu au bon moment. Il est décédé le 23 décembre d'une longue maladie et nous pensons très très fort à lui. Mon frère est très affecté par ce décès aussi. Alors on verra tout à l'heure quels sont les éléments que cet homme a pu apporter, versé au dossier. Alors, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien les choses, votre frère est donc accusé sur le scénario que j'émettais tout à l'heure, comme Philippe Paul est homosexuel, donc lui aussi, il vit là depuis les débuts des années 90 quand même. Exactement, 18 ans. 18 ans, donc les policiers ne peuvent pas un seul instant penser qu'il n'est pas au courant de l'homosexualité de son ami, Philippe. Comme celui-ci fréquente des prostituées, et notamment connu par la police, il y a une double, voire une triple vie. Et lors de la découverte de cet assassinat, votre frère est confondu dans les circonstances qu'on a dit. Donc il n'a jamais avoué en garde à vue avoir tué, mais il a avoué, entre guillemets, son homosexualité. J'ai employé le mot à dessein tout à l'heure. Sa fausse homosexualité contre un verre d'eau fraîche. Il avait très très soif, il était attaché à un radiateur, il n'en pouvait plus. Alors ensuite, il a fait quelques mois de prison provisoire, 3 mois et demi de prison provisoire, et puis il a été mis en liberté conditionnelle. Donc, et il est arrivé à son procès en 2006, libre. Oui. Et il a été condamné à l'issue de ce premier procès à 12 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Après cette première, alors peut-être que Jean-Yves Tanguy peut prendre le relais, puisque vous connaissez évidemment le dossier par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé après ce premier procès ? C'est Maître Collard qui était l'avocat. Il a donc été emprisonné avec sa condamnation de 12 ans d'emprisonnement. Mais là encore, il a pu obtenir une remise en liberté. Et jusqu'au second procès, puisqu'il venait de faire appel. Qui a eu lieu donc à peu près un an après, donc à Draguignan, donc dans le Var. Et alors, effectivement, un an après, il a été jugé sur le même dossier. On va venir dans un instant sur le contenu de l'enquête. Bien sûr, c'est primordial. Et on peut dire au passage que ces 2 procès ont duré chacun 2 jours, ce qui est relativement expéditif, vous l'avouerez, pour qu'on ait quelqu'un à 12 ans de prison. Et en même temps, 12 ans de prison, on peut se dire, par rapport à un crime de sang, 22 coups de couteau, 2 coups de chandelier. Le motif qui avait été mis en avant par l'accusation, c'était le crime passionnel. Et donc on le verra tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une expertise qui a mis en avant une agressivité refoulée. L'expertise là, je la conteste et je dirai pourquoi. D'accord. Alors, pour faire le fil judiciaire de l'histoire, il est condamné une 2e fois. Une condamnation évidemment définitive. À ce moment-là, il y a encore un pourvoi en cassation possible. Qui a été rejeté. Qui est rejeté. Et puis, il reste la demande de révision. Une première demande a été déposée, donc ça fait un peu plus d'1 an, avec une réponse négative qui nous est arrivée donc au mois d'octobre. Octobre
11. Tout à fait. Donc tout récemment, ouais. donc la commission donc de révision n'a pas reconnu qu'il y avait un fait véritablement nouveau. Puisque dans ces dossiers de révision, la question n'est de pas savoir si on est innocent ou coupable, il s'agit de savoir si on apporte au juge des faits qui n'ont jamais été mis, je dirais, à la une du procès ou dans le dossier de l'information. Voilà, donc voilà l'état des lieux, l'état de ce dossier. Il y a quelque chose de plus, mais ça on en parlera dans l'émission un peu plus tard. Il y a peut-être un élément qui pourrait relancer toute l'affaire. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans un petit instant, après une nouvelle pause, on va revenir sur l'enquête, sur les pistes suivies, sur les pistes non suivies. On va s'interroger sur le fait qu'un témoin capital qui pouvait jouer pour l'innocence peut-être de Patrice Claustre n'ait jamais été retrouvé et n'a jamais donc témoigné au cours de ces deux procès. À tout de suite. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Julie raffole des maths. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Julie raffole des maths. Les additions, elle ne pourrait s'y soustraire. Pour réussir, elle fait un nombre incalculable d'exercices. Mais son plus gros problème, c'est son manque de confiance en elle. Et celui-là, elle ne sait pas le résoudre. La réussite scolaire d'un enfant dépend de nombreux facteurs. Mais pour Academia, il y en a un décisif pour avancer, la confiance en soi. C'est pourquoi lors de chaque cours particulier, l'enseignant Academia a la mission d'aider et d'encourager son élève afin qu'il prenne confiance en ses capacités. Tout est une question de confiance. Academia. Plus d'informations au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Les soldes de chaussures chez Sarenza, c'est mercredi. Sarenza fait un pot d'adieu pour tous ces articles soldés qui vont partir. Caroline a écrit une très très belle chanson. Goodbye chaussures, goodbye les sacs. Et n'oubliez pas, le retour est gratuit. Alors pendant 100 jours, revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. Personne ne va les renvoyer, ces chaussures, elles sont beaucoup trop belles. Reviens, chaussures. Pas de pitié pour les chaussures soldées jusqu'à moins 60%. Mercredi 11 janvier, attaquez nos soldes. Sarenza.com. Elle est de retour. L'offre spéciale EasyJet. 5 jours jusqu'à mardi soir minuit. Jusqu'à 20% de remise sur plus de 3 millions de sièges. Voyagez du 1er février au 11 juillet 2012. Toute l'Europe est EasyJet. Et vous, vos envies? Conditions et réservations sur easyjet.com. L'heure du crime sur RTL. L'affaire Patrice Claustre, une erreur judiciaire. Pour l'instant, nous mettons un point d'interrogation dans l'espoir que cette affaire puisse éventuellement repartir par le biais de nouveaux témoignages. Et c'est d'ailleurs pour cela, comme Virginie nous le faisait remarquer au début de l'émission, qu'on insiste beaucoup aujourd'hui, et particulièrement si vous avez connu les acteurs de cette affaire à une époque de votre vie, notamment dans les années 2000. Si vous habitez Marseille, bien sûr, la famille, le comité de soutien de Patrice Claustre espère beaucoup de témoignages qui pourraient arriver toujours. Alors aujourd'hui, vous connaissez pour RTL, c'est 3210 pour le standard téléphonique ou rtl.fr si vous êtes sur l'internet. À tout de suite. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Alors maintenant, avec mes invités, Marie-Elisabeth Claustre, la sœur de Patrice Claustre, et Jean-Yves Tanguy, membre de son comité de soutien, on va vraiment ouvrir le dossier, c'est-à-dire le dossier de l'enquête. Jean-Yves Tanguy, peut-être faut-il revenir sur les grands points de cette enquête, à la fois les grands points, j'allais dire positifs, avérés, et puis peut-être aussi les pistes non suivies, les manquements divers, et Dieu sait s'il y en a dans cette affaire. Je reviens sur les témoignages du début. Il n'y a pas que le témoignage de la voisine et de son fils Victor, qui ont vu cette ombre quitter également l'appartement avec un sac de sport orange. Oui, effectivement, on s'aperçoit que les services de police n'ont pas mené l'enquête de voisinage comme il faudrait, puisque l'enquêteur dont on a parlé tout à l'heure, donc Jean-Yves Hillman, a retrouvé un troisième témoin. Il s'agit donc de Madame Margot Fontaine, qui a donc donné ce témoignage qui a servi pour la fameuse constitution du dossier de révision. Qu'est-ce qu'elle disait, cette femme-là ? Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle avait vu aussi... Elle confirmait qu'elle avait donc vu un
un monsieur jeune avec un sac orange qui donc cherchait à s'enfuir du bâtiment. D'accord, alors qu'elle ne pouvait pas connaître le témoignage de la voisine immédiate qui avait aussi parlé comme son fils de sac orange. Les enquêteurs n'y ont jamais cru, évidemment, ils n'ont jamais cru que quelqu'un pouvait être dans la maison sans que Patrice Claustre ne le voie. Exactement, d'autant plus que les services de police pensaient que le troisième homme, en fait, c'était le prostitué. Donc, ils étaient que deux, voilà. Patrice et ce prostitué. Voilà, qui aurait été à l'origine du crime passionnel si on revient au scénario de l'accusation. D'accord. Alors ensuite, je parlais tout à l'heure à la fin du récit de constatations policières et de police scientifique qui posent quand même une question énorme, deux questions énormes. Oui. On retrouve de l'ADN sous les ongles, notamment de la victime. Sur les mains droite et gauche, tout à fait. Et on a donc pu déterminer qu'il s'agissait de traces d'ADN d'origine inconnue. Donc ni Patrice, ni les témoins, ni donc le prostitué n'avaient été cernés comme à l'origine de ces marques d'ADN. Alors, il faut dire aussi que, Marie-Elisabeth le rappelait tout à l'heure, donc votre frère fait 3 mois de prison, 3 mois et demi. Il est remis en liberté dans l'attente de son procès. Et c'est à peu près vers cette période-là que la police mène l'enquête à la gare Saint-Charles et va trouver donc, en tout cas, un garçon qui se prostitue ou qui s'est prostitué, qui s'appelle Touric. Et qui va être... Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire aux policiers, ce garçon Touric ? Alors, il dit que son frère a donc connu un monsieur qui lui avait proposé donc des relations sexuelles tarifées et qu'effectivement il avait vu l'assassin commettre le crime lorsqu'il était présent dans l'appartement. Donc les services de police ont repris évidemment l'enquête et sont arrivés à circonscrire Stéphane, donc qui est le frère, qui était le fameux témoin dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que Touric dit qu'il était là ou qu'il n'était pas là, ou que son frère lui a raconté. C'est son frère qui était présent et qui lui aurait raconté. D'accord. Alors il dit ce que dit Touric. Stéphane, mon frère. Alors, au passage, on va dire, et c'est peut-être aussi très important sur la fiabilité de ce témoignage, c'est un garçon qui est malheureusement handicapé mental à 80%. Oui, Marie-Elisabeth. Il faut dire aussi que Madame Blanc et son fils ont décrit mon frère vêtu en jogging. Qui demandait à l'aide sur la terrasse. Et lorsque Stéphane Benadel-Gagny a reconnu mon frère, il a dit « Je reconnais ce garçon à cause du pull-over rouge qu'il porte ». Voilà, donc c'est incohérent complètement. Alors justement, venons-y. Alors voilà. Donc, le Stéphane en question va être quand même interrogé par la police, retrouvé. Bien sûr, donc de longs interrogatoires. Et les policiers vont faire ce qu'on appelle un tapissage, c'est-à-dire on va mélanger dans un groupe de policiers, on va mettre Patrice Claustre, c'est ça ? Oui. Qui va être habillé alors d'un pull-over rouge. Voilà, il est vécu d'un jogging comme peut être vécu le matin. Oui. Et lorsque la police l'amène, il demande la permission d'aller passer un pull-over. Nous sommes fin février, il fait encore un peu frais. Oui. Et donc, Stéphane Benadel-Gagny reconnaît mon frère grâce au pull-over. Or, qu'il portait un jogging. Oui, je ne le reconnais pas physiquement, mais je reconnais ce pull-over. Exactement. Je l'ai déjà vu, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça ? Est-ce que ça renforce la conviction des policiers que Patrice Claustre est bien l'homme qui a tué Philippe Polge ? Oui, parce que donc le prostitué Stéphane a donc décrit la scène du crime en disant que c'était le copain qui vivait avec donc Philippe Polge, qui était l'auteur du crime. D'accord. Il l'avait pas reconnu physiquement, il avait reconnu simplement son pull-over, et à partir de cet instant, les services de police ont estimé qu'il tenait le coupable. D'accord. Et c'est à la suite de ce témoignage que le magistrat ou la magistrate, je sais plus, je confonds parce qu'il y a eu plusieurs juges d'instruction, va donc inculper, ou déjà on parlait de mise en examen à l'époque, je ne sais plus, donc Patrice Claustre de mise meurtre, en examen. En fait. Ouais. Donc il est mis en examen pour meurtre sur la base de ce témoignage. Alors là, on va faire une pause, et puis ensuite, vous allez nous parler des pistes non suivies et des raisons qui font que vous croyez, vous, le comité de soutien, et vous, Marie-Elisabeth, à l'innocence de votre frère. À tout de suite. L'heure du crime. L'heure du crime sur RTL.
Alors nous parlons du dossier Patrice Claus qui, rappelons-le, se trouve actuellement en prison. Il purge une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable du meurtre de Philippe Polge. Il continue à clamer son innocence. La demande de révision a été refusée il y a à peine quelques mois, au mois d'octobre dernier. Son recours auprès de la Cour de cassation avait été rejeté auparavant. Reste quoi? Reste peut-être le fait de trouver un véritable fait nouveau qui puisse relancer les choses, et c'est ce que vous demandez, les uns et les autres, à la justice, c'est de revisiter ce dossier sur la base d'un certain nombre d'éléments qui ont été contre-enquêtés, on va dire, par donc Yves Hillman. Alors c'est peut-être le moment, Jean-Yves Tanguy, de nous dire quels sont les éléments maintenant qui vous paraissent aller dans le sens de l'innocence de Patrice Claustre. Bien, je pense qu'il faut partir d'abord des lacunes de l'enquête policière. Et je peux en citer une qui est remarquable, sinon caractéristique. C'est qu'on a découvert sur les comptes bancaires de Philippe Polge qu'il détenait un coffre-fort au Crédit Lyonnais. Mmh. Eh bien, ça n'a pas du tout été relevé par les services de police, et ce coffre n'a pas pu être ouvert. Donc, les documents qui auraient pu peut-être expliquer le contexte du crime ont échappé à la sagacité des services de police. Alors, attendez, le coffre, il a été ouvert, mais sans la présence de... Exactement. Oui, mais il a bien été ouvert, par contre. Bon. Par contre... Et on n'a jamais retrouvé, en tout cas, le testament éventuel ou d'autres documents. Donc, on s'est privé d'un moyen d'enquête qui aurait été peut-être déterminant pour la suite. Bon. Deuxième chose, c'est les fameuses empreintes ADN. Et donc, comme on l'a dit, il n'y avait pas d'identité entre ces traces d'ADN et celles de Patrice. Par contre, la question qui pouvait se poser avec toutes ces années qui défilaient entre 2000 et 2006, pourquoi n'a-t-on pas consulté le fichier national? Ça a été demandé par les avocats de Patrice Claustre, et la réponse a été négative. Eh bien, ce n'était pas d'actualité dans la mesure où on détenait donc le coupable, et donc cette démarche n'a pas été faite. Alors ce qui peut paraître tout à fait surprenant. C'est-à-dire que vous dites, effectivement, puisque ce fichier national des empreintes génétiques existe maintenant et est opérationnel, vous souhaiteriez tous que cette comparaison ait lieu. Alors, c'est là peut-être qu'il peut y avoir un fait nouveau intéressant. Tout à fait. Non ? Vous avez mis le doigt sur la pierre angulaire de ce qui sera peut-être le grand espoir de la famille et du comité de soutien, c'est que l'autorité judiciaire, et en particulier donc le parquet général d'Aix-en-Provence, accepte de consulter ce fichier national pour faire ce qu'on appelle un rapprochement entre l'ADN trace inconnue et tous les profils identifiés dans ce fameux fichier, puisqu'on en est actuellement à près de 2 millions de personnes répertoriées. Mais alors, ce que vous dites là, vous dites accepte. Ça a été dit verbalement par, je crois, l'avocat général au cours de l'examen de la demande en révision. Exactement. Mais ça n'a pas encore été... Et cette lettre donc qu'il a rédigée date de la semaine dernière. Nous attendons donc la réponse qui pourra être donnée à cette requête. Alors, ça dépend de qui de donner cette C'est réponse. le parquet. Le parquet d'Aix-en-Provence. Ouais. Et donc aussi par conséquent du garde des Sceaux, quoi. Exactement. Ouais. D'ailleurs, Marie-Elisabeth, pour passer un appel au président de la République. J'aimerais bien qu'il me reçoive. Vous l'avez fait déjà? Oui, j'avais écrit, on m'a répondu qu'il était très occupé, mais bon, je réitère ma demande et j'espère que monsieur le président de la République me recevra. Merci. Qu'est-ce que vous attendez d'une démarche auprès du président de la République? On peut plus rester comme ça. Ma famille est trop salie, ma maman, ma pauvre petite maman qui a 85 ans, qui est la plus courageuse et la plus belle de toutes les mamans, mais qui n'en peut plus. Ouais, donc vous souhaitez, prenons des exemples, parce que le président de la République, même en tant que président de la République, avec la séparation des pouvoirs, il peut pas aller dire au garde des Sceaux, non, mais le président de la République, ce qu'il faut faire. L'actuel président de la République est avocat aussi. Oui. Bon. Donc vous dites qu'il est plus à même que d'autres, peut-être, pour comprendre votre démarche. Mais ce que vous lui demandez concrètement, par exemple, c'est que cette mesure, dont on vient de parler, Jean-Yves Tanguy, soit prise en compte. Mais maintenant, la cassation a été rejetée, enfin le pourvoi en cassation a été rejeté, et la demande de révision a été rejetée. Alors qu'est-ce qui reste encore comme démarche, Jean-Yves Tanguy? L'ADN. C'est cette recherche d'ADN, et comme il s'agit donc d'une demande à l'adresse du procureur général, le procureur général
est là aussi pour répondre à certaines instructions venant de l'autorité judiciaire suprême, c'est-à-dire le garde des Sceaux, comme vous l'avez dit, à juste titre. Alors, il y a donc... est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Là, je m'adresse à Marc Bisset parce que j'écoute passionnément ce qu'on me dit. Bon, il nous reste quelques minutes encore pour apporter d'autres éléments très importants. Et n'oublions pas que tout à l'heure, on va donner aussi, dans la dernière partie de cette émission, la parole à Maître Campana, donc, qui était partie civile dans les deux procès. Alors, un dernier point très intéressant, ou un des derniers points très intéressants, qui ressort de l'enquête d'Yves Hillman, il va découvrir que, d'abord, on parlait de la double, voire de la triple vie de Philippe Polge. Personne ne savait, personne ne soupçonnait qu'il était homosexuel, mais personne ne soupçonnait non plus qu'il était au chômage depuis 2 ans. Exactement, oui. Il n'en avait parlé à personne. Sa sœur ne le savait pas, et Patrice Claus non plus. Or, Yves Hillman découvre qu'une relation très amicale, en tout cas, s'est nouée entre Philippe Polge et une femme. Martine Meka. Alors, qui est cette femme et que s'est-il passé? On va pas citer son nom de famille, hein, appelons-la Martine. Bon. C'est quelqu'un qu'il a côtoyé pendant donc les mois où il était au chômage, puisque les cadres sont à ce moment-là souvent encouragés à participer à des sessions de formation, à des sensibilisations particulières. Et donc il a rencontré cette femme avec qui donc il a eu des atomes crochus, et du jour au lendemain, effectivement, elle a disparu. Ça veut dire que des atomes crochus, ça veut dire simplement qu'il y a eu une sympathie certainement, qu'ils se sont vus beaucoup, qu'ils ont dîné ensemble. Alors, personne ne dit qu'ils ont eu une relation amoureuse, mais en tout cas, ils sont devenus très proches, très proches, et amicalement très proches. Bon, et cette femme a disparu. Vous souhaiteriez qu'elle soit entendue? Exactement, exactement. Sans accuser particulièrement cette femme de quoi que ce soit. Mais vous considérez qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas, oui, ou qu'on n'ait pas retrouvé finalement. Voilà. Parce que quelqu'un peut décider de disparaître, une personne adulte, bien sûr, est libre de ses mouvements après tout. Ouais. Y a-t-il encore d'autres dans l'enquête d'Yves Hillman, d'autres éléments, ou est-ce qu'on a fait là le tour de tous les arguments? On a fait essentiellement le tour, et moi j'en rajouterai un, et c'est mon analyse du crime proprement dit, puisque ça a été repris dans l'acte d'accusation. C'est que lorsqu'on regarde le déroulement en 3 temps, on s'aperçoit que le crime était plutôt hasardeux dans sa conception, puisqu'il était dit, dans un premier temps, qu'il y avait cette dispute qui s'était traduite par des coups de chandelier, puisqu'en fait, c'est des coups de chandelier qui avaient été portés à la tête de Philippe, et les coups de couteau qui étaient mortels. Ah, d'accord. Donc, il a reçu donc au départ ces coups de chandelier, et ensuite, le criminel, d'après donc le témoignage du prostitué, et pour lui c'était donc l'ami, il est descendu à l'étage en dessous en parcourant 19 marches pour chercher le couteau. Il est ensuite remonté pour donc achever sa victime, et donc il avait ajouté, pendant ce temps, il entendait donc les 2 personnages, les 2 protagonistes se disputer, ce qui est absolument incroyable dans la mesure où on pouvait penser que Philippe Polge avait attendu que son meurtrier rentre pour l'achever, alors que la porte d'accès donc de l'appartement était tout à proximité du lieu où il était tombé. D'accord. Et la porte de la maison n'était pas fermée, je crois. C'est important aussi à dire. Et il faut encore ajouter, Marie-Elisabeth, que lorsque les policiers sont arrivés, certes, ils ont mis du temps à arriver, mais que votre frère n'avait pas de sang sur lui. Bien sûr. Qu'on n'a retrouvé aucune empreinte de lui, ni sur le corps, ou sur les vêtements, ou sur de la victime, ni son ADN, donc. Hein. Voilà. Absolument pas. Alors voilà, c'est cet état du dossier qu'on voulait faire. Bien entendu, si vous voulez nous appeler au 3210, soit parce que vous aviez entendu parler de cette affaire, soit parce que vous la découvrez aujourd'hui, qu'elle vous évoque un certain nombre de questions, n'hésitez pas à le faire. Donc 3210 pour les coups de téléphone, ou rtl.fr si vous préférez l'internet. Et dans un petit instant, c'est maître Jean-Jacques Campana à qui nous allons donner la parole, avocat au barreau de Marseille, et qui a représenté les parties civiles, c'est-à-dire la famille de Philippe Polge au cours des... Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors comme je le disais au début de cette émission, ce n'est pas à nous de dire si Patrice Claustre est coupable ou innocent. C'était simplement de revisiter ce dossier, d'abord de le porter à la connaissance du public, parce que moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été beaucoup médiatisé. Et il était aussi naturel que nous donnions la parole dans l'émission à maître Jean-Jacques Campana du barreau de Marseille. Bonjour maître. Oui, bonjour. Et merci donc d'avoir accepté dans la dernière partie de cette émission de nous donner votre point de vue. Alors votre point de vue, c'est celui des deux sœurs, même si Geneviève Vial, je crois, est décédée aujourd'hui. Vous la représentiez ainsi que sa sœur Anne-Marie et un autre frère de Philippe Polge. Raoul, oui. Oui. Alors quel a été votre sentiment? Est-ce que vous connaissiez bien sûr les liens ce qui liait donc Patrice Claustre depuis de très nombreuses années avec à la fois Philippe Polge et avec Geneviève dans cette maison? Comment dirais-je, c'est une affaire ancienne déjà. Les faits, ça date de 2000, février 2000. Oui. La famille du défunt a appris un petit peu, comment dirais-je, en pleine figure, tout ce qui est arrivé, à la fois le décès de leur frère, et puis le mode de vie de leur frère. Donc pour eux, ça a été stupeur, ça a été incompréhension. Et tout au long de ces deux audiences qui ont eu lieu devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence et de Draguignan, les parties civiles, les trois à l'époque, et puis après deux à la fin, puisque Geneviève était décédée, étaient, comment dirais-je, une attitude d'écoute, de compréhension. Et tout au long de ces deux audiences, une vérité judiciaire a été donnée, puisqu'il y a eu deux arrêts de condamnation concernant donc Patrice Claustre. Ils attendaient de l'audience, ils attendaient des deux audiences que Patrice Claustre donne des explications, toutes les explications, et le souvenir que j'ai, qu'ils avaient de ces deux longues journées d'audience, longues séances d'audience, c'était un petit peu, comment dirais-je, l'état de frustration dans laquelle ils étaient, et dans laquelle les a plongés Patrice, qui n'a pas donné toutes les réponses à toutes les questions. Mais pour vous, quand vous entendez à la fois le comité, je ne veux pas vous opposer, c'est pas le style du tout de l'émission, c'est pas pour faire une bataille de chiffonniers, mais c'est pour mettre les choses au point. Quand vous entendez des gens comme Jean-Yves Tanguy, qui est quelqu'un, un monsieur très pondéré, et Marie-Elisabeth, évidemment, qui effectivement ne peut pas avoir la même attitude par rapport à son frère qu'elle considère innocent, et lui-même n'a jamais avoué avoir tué monsieur Polge. Quand vous entendez cela, est-ce que vous vous dites vous aussi que peut-être un certain nombre de pistes n'ont pas été suivies dans cette enquête? C'est pas le sentiment qu'on en a eu tout au long de ces deux audiences d'assises et tout au long de la procédure d'information. Parce que le Stéphane dont on parlait, ce prostitué donc qui aurait assisté à tout et qui a été entendu par les policiers, n'est jamais intervenu au cours de l'un des deux procès d'ailleurs? Non, mais il fut condamné par un jugement du tribunal correctionnel qui a été prononcé par la suite en janvier 2008. Il a été condamné, Stéphane, à 4 mois d'emprisonnement du chef de vol qui aurait été commis sur les lieux. Donc il a été retrouvé par les services de police par la suite. Mais il n'a pas témoigé, il n'a pas été interrogé au cours du procès. Il n'a pas été interrogé, non, il n'a pas été interrogé durant les deux instances criminelles, absolument, bien sûr. Parce qu'on disait qu'il était en fuite, non, ou en Tunisie? Son mode de vie faisait qu'il était classifié dans la catégorie des SDF, de ceux qui n'ont pas de domicile, donc c'est je pense la raison pour laquelle il n'avait pas été retrouvé en temps utile pour les deux audiences criminelles. Et par la suite, il a comparu devant le tribunal correctionnel, c'était le 17 janvier 2008 à Marseille, devant la 5e chambre, et là il fut condamné à 4 mois d'emprisonnement du chef de vol. D'accord. Donc pour vous, maître, et pour qui vous représentez les membres de cette famille qui sont toujours vivants, Anne-Marie, Raoul sont toujours vivants. Ouais. Et donc évidemment, il y a eu le traumatisme terrible d'apprendre les conditions de la mort de leur frère. Si une décision de révision avait été prise, vous auriez considéré que... Non, pas du tout. La famille, en ce qui la concerne, a toujours été, comment dirais-je, à la recherche de la vraie vérité. Là, il y en a une qui a été donnée par deux fois. Maintenant, s'il apparaît qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être portés à la connaissance à la fois de juges, de jurés et de tout le monde, il n'y a pas d'opposition à ce point-là. Notamment la comparaison de l'ADN avec le fichier national. Il y a un ADN qui a été expertisé, qui a été relevé, qui a été analysé sur la présence, d'individus non identifiés. C'est vrai, absolument. À l'époque de l'instruction, il est toujours difficile, plus de 12 années plus tard, de revenir là-dessus. Toutes les mesures avaient été faites demander,
Monsieur Claustre avait la possibilité également d'en demander d'autres. Donc il faut se garder un petit peu la position. Non, mais pardonnez-moi maintenant, la question quand même. Excusez-moi, moi si ça s'était passé dans ma famille, enfin je pose quand même une question. Si on trouve de l'ADN sous les ongles de la victime, que cet ADN ne correspond pas à la personne qui va être condamnée et sur ses deux mains, bon, on peut se dire que ça vaudrait la peine de faire cette comparaison quand même. Qu'elle soit faite. Je veux dire, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'opposition sur ce point. Hein. Je veux dire, c'est toujours délicat, je vous dis, après tant d'années de revenir sur des faits qui ont fait l'objet de 2 décisions de justice. Bien sûr. Bon, on entend, comment dirais-je, la manifestation ou les cris de la famille de M. Claustre, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de difficulté. Les consorts Polge, en ce qui les concerne, sont à la recherche d'explications. Hein. Bien sûr. C'est vrai que le mode de vie que l'on a appris de notre frère, la façon dont les faits se sont déroulés, qui sont quand même odieux, le fait que l'on ait, tout au long de cette longue procédure, on vous en a parlé certainement, lorsque Monsieur Polge fut donc assassiné et que Monsieur Claustre a indiqué qu'il avait quitté l'appartement du 3e étage, là où les faits se sont déroulés, pour descendre au rez-de-chaussée, s'enquérir de la santé, entre guillemets, d'une tortue. Voilà, c'est beaucoup de choses qui, comment dirais-je, ont heurté un petit peu la compréhension des parties civiles. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'était la vérité? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Effectivement, vous avez raison. Ni moi, ni étions. Nous sommes en état de 2 décisions. Maintenant, si un recours est en cours et qui peut aboutir, je veux dire que ça soit à la fois Raoul ou Anne-Marie, Polge, eux, je veux dire, seront preneurs pour toute autre explication. Je vous remercie beaucoup, maître, en tout cas, d'avoir accepté de nous donner votre éclairage et de parler de la part, évidemment, de ceux que vous avez représentés. Merci infiniment, maître. Bonne journée, au revoir. Il nous reste une petite minute et demie à passer ensemble. Oui. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, Monsieur Pradel, sur le comité de soutien. Oui. Voilà, je voulais demander à un grand monsieur, de parrainer le comité de soutien de mon frère. Pourquoi ce monsieur? Parce qu'il a chanté pour les prisonniers, qu'il aime le pays des Qatars. Je veux parler de monsieur Johnny Hallyday. Alors, vous faites appel aussi à Johnny Hallyday. Et maman est une grande fan de Johnny Hallyday en plus. Merci, monsieur. Écoutez, on verra. Et vous lui avez pas écrit encore, alors? Non, à Johnny, je l'ai pas écrit, mais moi, j'espère qu'il m'entend, là. Merci. En tout cas, je rappelle aussi qu'il y a ce livre qu'on peut consulter aussi par Internet. Il y a un site Internet. Si vous tapez Patrice Claustre sur n'importe quel moteur de recherche, vous aboutirez évidemment au site du comité de soutien. Le dernier mot, je vais vous le donner, Jean-Yves Tanguy, parce qu'il y a quelque chose qui semble encore je sais pas comment dire, vous choquer aujourd'hui encore. Il y a un élément qui était déterminant selon vous sur la culpabilité de Patrice Claustre, et vous le trouvez injuste. Oui, d'autant plus que les 2 procès qui ont eu lieu, de mon point de vue, sont des procès qui n'ont pas donné la possibilité d'avoir, je dirais, une suite équitable. Puisque le principal accusateur n'a pas pu s'expliquer. Voilà, c'est surtout cette réaction que je voulais avoir. D'accord. Et vous dites aussi que l'expertise psychiatrique a compté pour beaucoup. Exactement. Puisqu'on a pu constater, d'après Monsieur Amiro, qu'il y avait donc une agressivité contenue qui a explosé, ce qui est démenti par certains aspects de l'expertise psychiatrique. D'accord. Je vous remercie. On peut pas aller plus loin. Voilà, maintenant, en tout cas, vous connaissez cette affaire et ce dossier Patrice Claustre et tout le bonheur qu'on peut, en tout cas, formuler. Au nom de la justice, tout simplement, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose et que la justice trouve ce dossier s'il y a des faits nouveaux qui peuvent l'y inciter. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de vous dire à demain, et surtout à Virginie, on va accueillir Flavie Flamand dans quelques petites secondes. Bonjour, Karima de Tabac Info Service, je vous écoute. Bonjour, voilà, je suis entouré de fumeurs et du coup, j'arrive pas à arrêter. Comment je peux faire? Alors, sur notre site tabac-info-service.fr, il y a un programme de coaching personnalisé. Une fois inscrit, vous recevrez des mails avec des conseils pratiques, des encouragements. Et c'est payant? Non, c'est gratuit et vous pouvez commencer